L'art à l'écoute, ce sont de brèves incursions dans l'histoire de l'art, proposées par des mots et des arts, histoire de voir ou de revoir quelques grandes œuvres. Aujourd'hui, nous parlons de l'artiste Gustav Klimt. Artiste majeur de la sécession viennoise, Klimt est un des grands personnages de la scène culturelle de la capitale austro-hongroise au début du XXe siècle. Dans cette Vienne merveilleuse que Stefan Zweig décrit avec nostalgie dans Le Monde d'hier, Klimt enchaîne les succès et les scandales. Peintre des femmes, il les met à l'honneur dans des œuvres mystérieuses et jusqu'à nos jours, ses grandes compositions sur fond d'or ensorcellent le spectateur. Gustav Klimt était né le 14 juillet 1862, près de Vienne. La famille Klimt est pauvre et déménage souvent selon les aléas professionnels du père, Ernst Klimt, qui est orfèvre ciseleur. Initié à l'art par ses parents, le jeune Gustave se forme à l'école des arts appliqués de Vienne, c'est-à-dire qu'il suit une formation de décorateur et non d'artiste à proprement parler, ce que ses détracteurs lui reprocheront plus tard. Il commence sa carrière dans un trio qu'il forme avec son frère Ernst, oui, comme son papa, et un de leurs amis, Franz Matsch. Ensemble, ils créent un atelier de décoration. Ils ont respectivement 15, 16 et 18 ans. Vienne est alors en pleine reconstruction. L'exode rural généré par la révolution industrielle provoque un afflux de population dans les villes, qui doivent alors s'agrandir et se moderniser. Vienne est une des premières capitales européennes à réagir, et dès 1857, un grand boulevard périphérique est décidé pour remplacer les vieux remparts. C'est ce que l'on appelle le Ring. Le long de cette nouvelle percée, des édifices prestigieux se construisent. L'Opéra, le Kunsthistorisches Museum, le Parlement, le nouvel hôtel de ville, ainsi que de très nombreux hôtels particuliers somptueux. Tous ces bâtiments ont besoin de décors, et pour les jeunes peintres, c'est une aubaine. En 1886, le trio formé par Klimt, son frère et leur ami, reçoit une commande exceptionnelle pour de si jeunes artistes. Les chantiers pour les peintres décorateurs sont si nombreux que tous leurs années sont occupées. Alors, le directeur du Burgtheater se tourne vers eux pour orner les plafonds du théâtre. Le travail réalisé donne satisfaction et les nouvelles commandes affluent. En 1891, c'est la cour du Kunsthistorisches Museum qui sera décorée par les jeunes gens. Klimt a 28 ans et son style commence à se démarquer de celui de ses camarades. Dans un premier temps, il suit la mode de l'époque, qui encourage les artistes à puiser leur inspiration dans tous les styles du passé, sans nécessairement privilégier le modèle antique. Il emprunte donc aux Vénitiens du XVIe siècle leur science de la couleur, aux peintres romains de la Renaissance, la monumentalité des figures, aux Florentins du Quattrocento, la délicatesse des visages. Mais Klimt va au-delà des références habituelles de ce qu'on appelle l'historicisme. Il trouve chez les Égyptiens de nouvelles déesses et de nouveaux motifs décoratifs. Il récupère les poses figées et les coiffures des statues de la Grèce archaïque. Les motifs de fleurs des estampes japonaises et leurs lignes sinueuses nourrissent aussi un style nouveau qui bientôt fera sécession. L'or commence à apparaître dans des compositions innovantes dont la sensualité, si elle ne fait pas encore scandale, ne manque pas de provoquer le spectateur. Après la mort de son père, puis de son frère, Klimt connaît une période de mélancolie qui l'empêche de créer. Mais son rapprochement avec d'autres artistes et intellectuels viennois qui partagent ses idées, comme l'écrivain Hermann Bahr, l'architecte Joseph Maria Olbrich ou encore le peintre Max Kurzweil, lui redonne le goût de l'art. Il s'intéresse au symbolisme, un art qui tend à mettre en scène le mystérieux et non le factuel, à aller chercher au-delà de la simple apparence des choses. Klimt s'éloigne des canons officiels de l'art et cherche à créer une nouvelle esthétique correspondant à son époque, délaissant enfin le passé pour s'ouvrir à la modernité de son temps, quitte à se fâcher avec ses anciens commanditaires. L'aventure commence avec la création de la revue Ver Sacrum en 1897. Avec un certain nombre de ses amis, comme les architectes Joseph Olbrich ou Koloman Moser, il y défend le principe de l'œuvre d'art totale et la disparition de la hiérarchie entre beaux-arts et art décoratif. Tous ces artistes, peintres, écrivains, architectes, sculpteurs, designers, qui s'opposent à l'art classique, forment un groupe qui va prendre le nom de Wiener Secession, la sécession viennoise. Pour eux, l'architecture est l'art par excellence qui tend vers l'œuvre totale, car elle crée des œuvres dans lesquelles on peut vivre. S'accordant avec elle, les autres arts s'expriment en son sein. Ainsi, dès le début de la sécession, l'idée d'un bâtiment dédié à cette rupture artistique est dans tous les esprits. C'est Olbrich qui se chargera de sa réalisation.
Il crée une sorte de temple de l'art moderne, auquel on accède par un escalier monumental qui permet de pénétrer dans cette sorte de white cube avant l'heure, un espace géométrique, simple, aux murs blancs éclairés par une verrière zénithale qui apporte une lumière parfaite aux œuvres exposées. Le bâtiment est couronné par une sphère de feuilles de laurier doré, évocation moderne d'un temple des arts placé sous l'égide d'Apollon. Sur le fronton, on peut y lire la devise du groupe « À chaque âge son art, à chaque art sa liberté ». C'est dans le cadre de la sécession viennoise que Klimt crée ses œuvres les plus célèbres. Pour la première exposition, il réalise une affiche sur laquelle on retrouve Athéna, déesse de la sagesse, qui regarde Thésée tuer le Minotaure, allégorie de la victoire de la civilisation sur la barbarie. Le symbole est fort, les modernes l'emporteront sur les classiques. Pour servir son propos, Klimt met au point un dessin stylisé aux lignes épurées. La figure d'Athéna plaît beaucoup à ces artistes qui se reconnaissent dans cette alliance de sagesse et de combativité. Klimt la représente de nouveau dans un tableau à la fois grandiose et mystérieuse, tenant sa lance et parée du gorgonéion, la tête de Méduse qu'elle porte autour de son cou. Un critique de l'époque dit d'elle « c'est une apparition ». C'est la matérialisation d'un esprit de défi créateur et d'instinct artistique souverain. Un détail n'échappe pas au spectateur. La tête de la gorgone sur la cuirasse d'Athéna tire la langue. Aucun doute là-dessus, la grimace vise les tenants du classicisme. À l'arrière-plan, Hercule terrasse le Triton, nouveau symbole de la victoire des modernes. Si le style innovant de Klimt fait réagir, les critiques restent mesurées. C'est en 1900 que le scandale éclate véritablement. Avant qu'il ne fasse sécession, l'université de Vienne lui avait commandé, en 1896, des allégories pour décorer la Aula Magna, c'est-à-dire le grand hall d'accueil de l'université. 4 ans plus tard, Klimt produit des œuvres en rupture avec le goût très conservateur de ses commanditaires. La philosophie, présentée en 1900, puis la médecine et la jurisprudence provoquent un séisme dans l'opinion du public. La critique se déchaîne. Klimt est accusé de vouloir pervertir la jeunesse. On lui reproche des nus trop érotiques, des corps trop sexualisés. On parle même de pornographie. C'est une accusation qui reviendra souvent contre l'artiste, notamment à cause de ses dessins de nus. On y voit des femmes alanguies, la pilosité pubienne n'est pas dissimulée, et ses modèles exhibent une lascivité sensuelle qui scandalise. Mais pour Klimt, le désir féminin ne relève pas de la pornographie. L'éros fait partie de ce mystère de la vie qu'il cherche à percer dans ses œuvres. Pour lui, au-delà du côté érotique de son travail, ses dessins ont une dimension sacrée, car c'est l'un des aspects de la vie qui s'y joue. Klimt subit alors la violence de la critique. Mais qu'importe. Il renonce à ce que ses œuvres soient dans la cour d'honneur de l'université de Vienne et il persiste dans ses recherches. Le scandale des peintures de l'Aula Magna marque définitivement la fin du Klimt historiciste et le début d'une carrière placée sous le signe de la nouveauté. Pour l'exposition de la Sécession en 1902, Klimt crée la frise Beethoven. Illustrant la 9e symphonie, on y voit les figures allégoriques des forces du mal et les 3 gorgones aux cheveux grouillants de serpent. Le souci qui ronge est incarné par une femme décharnée au corps tortueux et l'hymne à la joie est matérialisé par un chœur de femmes levant leur visage vers le ciel. À côté d'elle, un couple enlacé. Le chevalier doré peint précédemment est maintenant nu et il a trouvé le bonheur. Mais pour atteindre cette félicité, il aura fallu passer par le panneau représentant l'aspiration au bonheur qui trouve son apaisement dans la poésie. Klimt exprime dans cette frise que le salut de l'humanité passe par l'art, ce qui lui vaudra les éloges des uns et les foudres des autres. Sans compter qu'une fois de plus, la nudité de ces personnages choque. Les visiteurs puritains sont autant dérangés par la sensualité des corps jeunes que par l'exhibitionnisme des corps vieux dont Klimt accentue les chairs pendantes. Lors de l'exposition, une pancarte déconseillait l'entrée aux jeunes femmes de moins de 18 ans. L'artiste trouve pourtant dans cette œuvre la fusion qu'il recherche entre art et art décoratif. Sa composition est au service du bâtiment. Elle accompagne le spectateur qui évolue dans cet espace artistique, mais au-delà de ses qualités décoratives que l'on retrouve dans l'aspect très ornementé et très plat de l'œuvre, celle-ci fait preuve d'une qualité artistique qui n'a rien à envier au tableau des musées. Dans cette fresque, à la fois plastique, musicale, poétique, philosophique, Klimt touche à l'œuvre d'art totale à laquelle il aspire.
Son travail va connaître un nouveau tournant après un voyage en Italie en 1903, où il découvre les mosaïques byzantines de Ravenne. Déjà, en 1899, il avait été époustouflé par les splendides mosaïques sur fond d'or des coupoles de la basilique Saint-Marc à Venise. 3 ans plus tard, la visite de San Vitale à Ravenne confirme pour Klimt le rôle sublimant que l'or peut jouer dans une composition. S'ouvre alors ce que l'on appelle le cycle d'or, ou la période dorée, durant laquelle Klimt réalise ses œuvres les plus célèbres. Pour le Palais Stockley, il crée en 1905 les cartons d'œuvres destinées à être faites en mosaïque sur les murs de la salle à manger. On y découvre l'arbre de vie, entouré par les figures de l'attente et de l'accomplissement. Cet arbre, qui peut être autant celui de la sagesse que de la tentation, reprend les volutes issus des motifs décoratifs de l'art mycénien. Tous ces éléments sont présentés sur un fond doré, dotant cette œuvre décorative de la même puissance mystique que les mosaïques byzantines. Le couple enlacé, symbolisant l'accomplissement, fait penser à un autre couple célèbre, celui de la toile du baiser. Comme toujours chez lui, seule la femme compte. Klimt n'aime pas peindre les hommes. Et ici, la présence masculine n'est matérialisée que par la tête vue de dos et les mains qui enlacent la femme. Dans une sorte d'unité décorative, les corps se mêlent sans pour autant se fondre l'un dans l'autre. C'est le thème de l'utopie amoureuse qui est ici mise en scène. Et pour Klimt, seule la femme peut se laisser ravir par l'enivrement que peut procurer l'amour. Mais il ne faudrait pas penser pour autant qu'il fait de la femme un être passif qui se laisse emporter. Au contraire. Ainsi, dans la toile de Judith, il s'empare du thème biblique pour représenter une femme forte, et l'on voit d'ailleurs, à demi sortie du cadre, la tête décapitée d'Holoferne qu'elle tient dans ses mains. Mais la sensualité du personnage, à demi dénudée, la bouche entr'ouverte, les yeux mi-clos, en font plutôt une femme fatale, une séductrice. L'épée collier autour de son cou évoque la décollation, mêlant ici les thèmes d'Éros et Thanatos, l'amour et la mort, si habituels dans l'histoire de l'art, et qu'un certain Sigmund Freud, au même moment, est en train de théoriser à Vienne. Les femmes ont beaucoup compté dans la vie de Klimt. Jamais marié, grand séducteur, il est le père de 15 enfants. Il fut toutefois très discret sur ses relations intimes. Mais si l'on ne connaît pas nécessairement ses maîtresses, on connaît ses muses. Adèle Bloch-Bauer fut l'une d'elles. Dans le célèbre portrait de 1907, il la représente sur un fond d'or, lui donnant la même majesté que l'impératrice Théodora dans les mosaïques de Ravenne. Sa robe se fond dans l'arrière-plan, mais son visage ressort tout particulièrement, auréolé par sa chevelure noire. De toutes les femmes qui comptèrent pour l'artiste, c'est sans doute la couturière Émilie Fleugue qui fut la plus proche de lui. Femme libre et indépendante, elle est sa confidente et peut-être plus. Elle le soutient lorsqu'en 1908 il quitte la Sécession qu'il juge trop sclérosée. Influencé par l'art français des années 1890, il développe un style proche du pointillisme, mais que regarde aussi du côté de Van Gogh et de Bonnard. Il peint de plus en plus de portraits, pour une clientèle bourgeoise qui lui passe commande. Des portraits de femmes, évidemment. Mais il faut attendre sa participation à la Biennale de Venise en 1910 pour que Klimt renoue avec le succès qui était le sien avant le scandale des peintures de l'Aula Magna de l'Université de Vienne. On le reconnaît désormais comme l'un des pionniers de l'art déco qui prend alors son essor et triomphera dans l'entre-deux-guerres. Klimt meurt à 55 ans d'une attaque d'apoplexie. Il ne connaîtra pas le démantèlement de l'Empire austro-hongrois à la fin de la Première Guerre mondiale. En cela, il appartient au monde d'hier. Peintre historiciste, puis symboliste, il illumina la fin du XIXe siècle tout en ouvrant vers la modernité du XXe par la fusion qu'il opéra entre l'art et la décoration. Pour aller plus loin, vous pouvez consulter le catalogue de l'exposition Au temps de Klimt, la sécession viennoise, à la Pinacothèque de Paris en 2015, ou le livre Vienne 1900, Klimt, Schiele, Moser, Kokoschka de Serge Lemoine, paru en 2005. Enfin, l'année 2018 a été l'occasion de célébrer à Vienne le centenaire de la mort de Klimt et a donné lieu à d'excellents catalogues, écrits en allemand et en anglais. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et à mettre vos commentaires. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne pour recevoir nos actualités. À bientôt!